Donc, bonjour à tous, nous allons continuer notre introduction à la compilation. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'analyse syntaxique qui suit donc logiquement l'analyse lexicale qui a été vue précédemment. Alors bien entendu il s'agit dans cette vidéo d'un survol. Je vous recommande fortement de lire le polycopié qui est disponible sur Moodle. Alors l'analyse syntaxique. Tout d'abord, on rappelle effectivement où se situe cette analyse syntaxique dans notre big picture. Elle se situe précisément après l'analyse lexicale. L'analyse lexicale nous a produit un ensemble de lexèmes, un flux de lexèmes, que l'on peut produire à la volée ou produire d'un seul coup. Ce sera plutôt la seconde option qu'on choisira dans nos travaux pratiques. Donc on a à notre disposition un ensemble de lexèmes, et l'analyse lexicale va s'en servir pour produire un arbre de syntaxe abstraite. Mais avant ça, on va voir que l'analyse syntaxique elle a plusieurs buts. Effectivement, l'analyse syntaxique a plusieurs objectifs. Avant tout, avant même de fabriquer une représentation donc, sous forme d'arbre de syntaxe abstraite en sortie de l'analyse, eh bien cette analyse ou cet analyseur syntaxique va devoir tout d'abord vérifier que notre code source respecte des règles de grammaire. Ces règles de grammaire établissent ce que l'on a le droit d'écrire dans tel ou tel langage d'entrée. Par exemple, on a une syntaxe stricte dans le langage C. Et évidemment, si on écrit autre chose que des règles du langage C, il faut rapporter des erreurs à l'utilisateur. Alors on se souvient qu'effectivement, déjà dès l'analyse lexicale, on pouvait avoir un premier reporting d'erreur. Là, on va avoir un second reporting d'erreur un peu plus avancé, lié au respect des règles de grammaire. Donc trois buts: vérifier le respect de la grammaire, faire remonter des erreurs à l'utilisateur et ensuite construire une représentation du programme en mémoire qu'on appelle l'arbre de syntaxe abstraite. Cette troisième partie sera vue dans la vidéo suivante. Alors tout d'abord la notion de grammaire. Il se trouve que les premiers compilateurs, et Fortran notamment, ne bénéficiaient pas d'une grammaire explicite. Ce n'est que John Backus, puis très rapidement Peter Knorr, qui ont formulé tous les deux une grammaire pour le premier langage qui en a bénéficié, c'est la version Algol 60. Alors cette formalisation s'appelle la BNF, du nom des deux protagonistes. Alors si on y réfléchit un tout petit peu, et on va le voir dans un instant, en fait, cette formalisation, c'est une forme de langage. Donc c'est un langage pour décrire les grammaires. Donc on voit déjà qu'il y a une dépendance circulaire dans la définition. Pour définir un langage, il nous faut une grammaire, et pour définir la grammaire, il nous faut un langage. Donc c'est assez étonnant, mais c'est assez courant en informatique d'avoir ce genre de dépendance circulaire. Alors qu'est-ce que c'est que la BNF? Alors on va travailler avec des symboles qu'on appelle des symboles non terminaux. Il s'agit de règles qui sont insérées entre des chevrons supérieurs et inférieurs. Alors ces règles sont écrites généralement de la manière suivante, comme une forme de définition: x égale y. X se décrit comme y. Donc x est la partie gauche de la règle et ne peut être qu'un non terminal. C'est le nom de la règle. Y, c'est la partie droite de la règle et peut être alors soit un terminal, un lexème, soit un non-terminal, une autre règle, soit la concaténation de terminaux et de non-terminaux, et on a en plus la possibilité d'utiliser des alternatives. Le symbole d'alternative, c'est le symbole d'une barre verticale. On retrouve également dans cette notation, on va voir un exemple dans un instant, on va retrouver dans cette notation le symbole epsilon qui indique tout simplement une chaîne vide. Ça va nous aider à exprimer certaines grammaires. Alors, un premier exemple vaut mieux qu'un long discours. Voilà l'exemple, par exemple, de la BNF, donc de la grammaire exprimée pour un langage d'expression arithmétique. Alors, regardons la première règle. Donc, on retrouve un non terminal à gauche, entre les chevrons, et sa définition. Donc comment s'exprime une expression? Une expression, il y a deux possibilités pour le faire. Ces deux possibilités sont séparées par la barre verticale. La première expression dit que toute expression commence par un terme suivi du symbole plus suivi d'une
expression, cette expression étant elle-même définie à gauche. Et la deuxième possibilité, c'est qu'une expression, c'est juste un terminal. On voit qu'on a la possibilité, effectivement, selon la première ligne, d'avoir une expression qui commence par un terminal suivi d'un symbole plus suivi d'une expression. Et cette expression peut elle-même être une expression. Donc, la phrase A plus B plus C plus D plus etc. Peut très bien s'exprimer simplement avec cette première règle. Par contre, effectivement, il y a un moment où il faut s'arrêter, c'est la deuxième règle, le terme, qui va nous permettre d'arrêter la constitution de ce groupe d'addition. Donc la deuxième règle nous dit comment se constitue un terme. Un terme, c'est un ensemble de facteurs, etc., etc. Et on va descendre ainsi avec nos règles de grammaire jusqu'aux facteurs et aux constantes. Ici, uniquement des constantes des expressions. Les expressions sont uniquement constituées de multiplication et d'addition de constantes entières. Je crois que vous avez compris l'exemple. Alors, cependant, cette forme BNF, très vite, s'est révélée peu pratique finalement. Elle a apporté un grand bénéfice parce qu'elle rend les grammaires explicites, et notamment pour les concepteurs de compilateurs, ça a été un gros plus. Algol 58, par exemple, avait de grandes variations dans les implémentations à cause d'une formulation en anglais de la grammaire, et ce n'est que Algol 60, comme je l'ai dit, qui a permis de formaliser les grammaires et d'éviter toute ambiguïté dans la réalisation et l'interprétation des règles de grammaire. Alors, cependant, donc, ça s'est révélé au final améliorable en tout cas, et c'est Kleene et Wirtz, Niklaus Wirtz, qui ont proposé des améliorations à la BNF. Amélioration qu'on a appelée Extended BNF, EBNF. Alors, on va retrouver des symboles que vous connaissez déjà. L'étoile de Kleene qui présente, donc c'est le symbole multiplié qui indique 0 ou plus d'occurrences. La croix de Kleene, c'est l'addition qui indique une ou plus d'occurrences, etc. Donc on va retrouver, on va retrouver tout simplement un langage qu'on connaît déjà, qui est le langage d'expression régulière. Donc en fait, le BNF, ça va être le langage d'expression régulière, mais cette fois-ci appliqué non pas à l'analyse lexicale, mais aux règles de grammaire. Ça va nous permettre d'exprimer la répétition facultative, etc., etc. Alors un petit exemple, justement tiré de l'analyse lexicale, mais ça s'applique, ça a tout son sens également dans l'analyse syntaxique. Si on cherche à exprimer sous forme de règles de grammaire comment est constitué un nombre réel, c'est tout à fait faisable, eh bien on peut dire qu'un réel, c'est un entier suivi optionnellement d'un point, et dans ce cas-là, s'il y a eu un point, il faut que ça soit suivi d'un entier, etc., etc., jusqu'à introduire l'exponentielle et la mantis. Et donc l'entier qui, lui, s'exprime comme un ensemble de digits. Alors, ce qui est étonnant avec la BNF, effectivement, c'est que certains langages s'expriment extrêmement bien avec cette EBNF. Alors c'est le cas du langage Lisp, dont on va voir la BNF dans le slide suivant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lisp du tout, c'est un langage qui est connu parce qu'il présente un parenthésage intensif, on va dire. Toutes les instructions du langage se présentent sous forme de parenthèse, de S-expression. Mais S-expression, donc c'est ce parenthésage. Alors les grammaires EBNF des langages classiques sont extrêmement complexes, mais là, dans le cas de Lisp, ça va être extrêmement simple. Donc l'exemple d'une factorielle est rappelé ici. Donc on voit ce parenthésage progressif avec la partie gauche qui s'appelle le car, par exemple defun ou le if, et puis la partie qu'on appelle CDR, c'est le reste des arguments qui suivent avant la terminaison de la parenthèse de droite. On peut tout imbriquer de la sorte et on obtient donc un langage qui a très peu de mots-clés nouveaux, qui n'a pas de symbole de ponctuation, tout est symbolisé à travers ces parenthèses. Alors c'est un langage très élégant, très ancien, et qui a toujours cours, notamment avec le langage Clojure, qui est une version moderne du Lisp.
Alors venons-en dans le slide suivant à la grammaire de ce langage. Eh bien, comme on peut le voir sur le transparent ici, la grammaire EBNF du langage Lisp est extrêmement simple. En seulement 6 règles, eh bien, on est capable d'exprimer ce qu'est cette grammaire du langage Lisp. Alors, puisqu'on parle de Lisp, évidemment, on doit aussi noter que certains langages autres, par exemple, comme Smalltalk, qui est un langage orienté objet, possède historiquement aussi une syntaxe très intéressante, puisqu'elle est réputée ne tenir que sur une carte postale. Et donc, je tenais quand même à vous montrer cette carte postale issue d'une publicité autour de Faro, qui est une version open source de Smalltalk. Alors, Smalltalk a été créé, pour votre culture personnelle, par Alan Kay et tout un ensemble de développeurs dès les années 70. Donc c'est un langage qui historiquement a eu beaucoup d'importance pour évidemment la création des concepts orientés objets et un ensemble notamment de définitions de design pattern, dont un design pattern qu'on va utiliser dans un ou deux cours. Donc, la syntaxe de Lisp et de Smalltalk est extrêmement concise. Alors, revenons à l'EBNF. L'EBNF s'appelle une métagrammaire parce que c'est la grammaire qui permet d'exprimer des grammaires. Donc c'est une métagrammaire. Alors il y a une curiosité également qui est que le BNF peut s'exprimer dans le BNF. Donc cette grammaire de l'EBNF est proposée dans le polycopier. Je vous propose de le regarder dans le polycopier. Donc on retient que le BNF peut se formuler en EBNF. Or, le BNF est une métagrammaire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il une métagrammaire? Ben non, en fait, puisque justement, le BNF peut s'exprimer en EBNF, donc nous n'avons pas besoin d'une métagrammaire. Cette nécessité d'obtenir une grammaire de plus haut niveau, plus abstraite, on va dire, n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin d'aller au niveau méta. Alors, puisqu'on parle de grammaire, on peut également proposer des moyens alternatifs à l'EBNF. Il existe des diagrammes qui sont assez pratiques, qui s'appellent les diagrammes de Conway. Conway, c'est un grand informaticien également. Je vous invite à regarder son historique sur Wikipédia, par exemple. Et donc, il a proposé une forme graphique très intuitive donc, de ces grammaires. Alors, tout simplement, ici, on représente la grammaire du langage JSON, parce que c'est un langage de représentation de données. Alors, comment ça se lit? Ça se lit de manière assez intuitive, de la gauche vers la droite. Les répétitions éventuelles se représentent avec un rebouclage de la droite vers la gauche, un petit peu comme si on suivait des rails. Les alternatives représentant les embranchements de ces rails. Donc c'est une forme très répandue et qui est très pratique à lire. Alors, puisqu'on regarde à nouveau le contexte de cette grammaire, eh bien c'est le cas d'en parler, puisque en fait ces grammaires sont contexte free. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, toutes les règles qu'on a énoncées s'appliquent sans précaution. Il n'existe pas de condition d'application de telle ou telle règle. Donc, quel que soit l'endroit du source où on se situe, et quel que soit l'historique du parsing qui a lieu lorsqu'on a cherché à appliquer une règle, eh bien, ces règles s'appliquent. Donc, c'est assez pratique. Alors, sachez quand même qu'il existe des grammaires hors contexte, contextuelles, des grammaires contextuelles, où il faudra appliquer telle règle uniquement dans telle ou telle condition. C'est quand même c'est relativement rare de retrouver ces grammaires uniquement contextuelles. En général, nos grammaires, fort heureusement, sont des grammaires hors contexte. Les règles s'appliquent sans précaution quant à leur application. Alors, venons-en tout de suite puisque c'est quand même le but de ce cours, c'est de pratiquer la conception de compilateurs dans des versions simples,
venons-en à la première analyse qui va beaucoup nous occuper, qui est l'analyse la plus simple qui soit, c'est l'analyse LL1. Alors, ça s'appelle une analyse récursive descendante. Ça fait partie d'une classe d'analyseurs qu'on appelle analyse récursive descendante, ou appelée également prédictive. Alors, comment ça fonctionne? À partir d'une règle racine, on va se poser un certain nombre de questions, et notamment la première question, c'est quel lexème doit se présenter à nous. Donc, vous vous souvenez qu'on a notre flux de lexème, on a notre règle de racine qui nous dit comment est constitué un programme dans sa globalité, et donc on doit se poser la question par quel lexème je dois commencer. Si c'est le bon lexème, puisqu'on connaît son type, on le consomme. Et on continue avec la lecture de la règle et de la consommation des lexèmes suivants. Alors, il peut s'agir d'un lexème, mais aussi éventuellement d'une règle. Donc, on va avoir une alternative de lexème ou de règle. Alors, si je tombe dans ma consommation, si je tombe sur une sous-règle, eh bien, je vais basculer dans cette sous-règle et voir si les lexèmes qui suivent correspondent effectivement à cette sous-règle. Ça va s'appliquer récursivement. Donc, on est parti du haut, de la grammaire racine, de la règle racine, et on va descendre progressivement en regardant simplement un jeton à l'avance, et on va consommer progressivement tout le flux de lexème. Alors ça n'est possible, on va tout de suite le dire, ce n'est possible évidemment que pour un tout petit ensemble, mais c'est un ensemble quand même intéressant, un ensemble donc de grammaires. Toutes les grammaires ne se prêtent pas malheureusement à ce traitement LL1. Mais en tout cas, c'est une forme d'analyse importante parce qu'elle est intuitive, elle s'implémente très bien, elle a la chance d'être très rapide. Bien souvent, des grammaires très complexes peuvent se ramener à une grammaire LL1. Donc c'est un type d'analyseur vraiment à connaître, et c'est ce qu'on va faire dans nos travaux dirigés. Alors pour cette méthode LL1, on va avoir trois méthodes, puisqu'on va écrire des objets, des classes. Trois méthodes nous seront utiles. Une méthode expect, une méthode showNext et une méthode acceptIt. Alors la première méthode, qui s'appelle expect, va prendre en argument un type de lexème et consommera ce lexème s'il est du bon type. Donc consommera le lexème qui se présente dans nos tokens s'il a le type passé en argument de expect. Par exemple, si je m'attends à un identifiant, je dois lancer la méthode expectIdent. Si le lexème qui se présente est réellement un ident, je le consomme. Sinon, je ramène une erreur à l'utilisateur en lui disant à cet endroit précis, à telle ligne, à tel caractère, puisque nous avons la position en ligne et en colonne pour le lexème courant, à telle ligne et tel caractère, je m'attends à tel type de lexème. Donc il peut s'agir effectivement d'une remontée d'erreur à l'utilisateur. Deuxième méthode importante, c'est le showNext. Alors le showNext va simplement présenter le lexème courant qui est en tête, mais ne va pas le consommer. A l'inverse, la méthode acceptIt va simplement consommer un jeton sans même l'analyser. Alors, j'ai présenté dans ce transparent les méthodes Ruby qu'on peut utiliser de manière adéquate pour implémenter un tel parseur LL1. La méthode expect, la méthode showNext et la méthode acceptIt. Comme on voit, elles se réduisent vraiment à très peu de choses. Pour l'essentiel, une seule ligne pour showNext et acceptIt. Quant à la méthode expect, elle va effectivement pouvoir ramener une erreur à l'utilisateur en indiquant le numéro de la ligne. La méthode expect va consommer, donc va accepter le token courant s'il est du bon type, tout simplement. Alors, dans les grammaires de type LL1, il existe évidemment aussi des alternatives. Alors l'alternative va être implémentée très simplement dans notre parseur. La méthode parseY, tout simplement, peut contenir un ensemble de règles x1, x2, x3, xn, etc. Donc il va simplement savoir vers laquelle de ces méthodes xi je dois me diriger. Alors, une analyse au préalable devra nous indiquer quels sont les starters, donc les
premiers lexèmes qui doivent se présenter en tête de la règle XI. Donc on devra établir au préalable les starters de la règle X1, les starters de la règle X2, les starters de la règle Xn pour pouvoir se diriger correctement. Évidemment, ces ensembles de starters, de lexèmes qui débutent la règle, doivent être mutuellement exclusifs. Alors l'exemple d'un premier parseur, puisqu'il est content d'en voir un, voici un exemple minimaliste de parsing d'expressions arithmétiques. On va retrouver donc notre imbrication de règles. La règle parse expression fait appel à une règle parse multiplicative, et la règle parse multiplicative va faire appel à la règle parse terme, etc., etc. Et la répétition, le étoile ou le plus, pourra être implémentée grâce à un while, tout simplement, au sein de ces deux méthodes. Alors, on doit quand même se poser une question. Arrivé à ce stade, on peut se poser la question, effectivement, quel est le pouvoir d'expression de ces grammaires LL1. Alors, par exemple, que se passe-t-il dans le cadre de l'analyse d'instructions, de statements d'instructions en langage C? Alors, si j'ai un lexème courant qui est un identifiant, est-ce que je peux conclure vers où je dois me diriger? Quelle méthode je dois lancer? J'ai a priori, en tout cas, au minimum, 3 méthodes qui sont possibles. J'ai un identifiant en face de moi, il peut s'agir d'une assignation, par exemple x suivi de y suivi de égale y, x égale y, ce x peut me dire que la suite est une assignation. Il peut s'agir également de x parenthésage avec des arguments, donc un appel de procédure. Mais je peux aussi avoir des cas plus compliqués, par exemple des labels. On peut indiquer des labels en langage C. Donc ce x peut être simplement un label et non pas une assignation et non pas un appel de fonction. Donc là, on se rend compte que le fait de regarder le lexème courant, juste courant, le lexème suivant, ne suffit pas. Il va falloir aller un cran plus loin dans les lexèmes pour pouvoir se diriger correctement. Alors c'est tout à fait possible puisque nous avons à notre disposition les lexèmes. On peut regarder effectivement le lexème courant, le lexème en position 1 et également le lexème en position 2. On a donc basculé ici dans l'analyse LL2 puisqu'il faudra regarder en avance, on appelle ça le look ahead, on va regarder en avance de deux coups. Alors en réalité, il existe des langages, des classes de grammaire qui vont nous obliger à aller encore plus loin que l'analyse LL1 ou que l'analyse LL2. On appelle ça des grammaires LLK, où le K peut être fixé supérieur à 1. Donc là par contre on va très vite se rendre compte que en augmentant ainsi le look-ahead, on va avoir potentiellement un code plus complexe, des cas plus complexes à gérer, etc. On rentre dans une multitude de cas qui sont difficiles à gérer. Mais c'est faisable. Alors, évidemment, on est rentré, je dirais, dans la complexité. Je n'ai pas parlé des grammaires LL0 qui n'imposent pas d'obligation de regarder le lexème qui se présente en tête, c'est des grammaires qui vont se dérouler un peu toutes seules. Donc la grammaire LL1 est quand même beaucoup plus logique, on regarde le lexème qui suit et on décide. Donc ces grammaires LL, prédictives, récursives descendantes, représentent un sous-ensemble en fait de ce qui est possible d'exprimer avec des grammaires. Alors il s'agit de grammaires non ambiguës et on va voir qu'il existe des classes de plus en plus grandes notamment les grammaires LRK. Ça figure dans le polycopier. On ne va pas les utiliser dans ce cours. Les grammaires LR ou LALR, par exemple, on ne va pas les utiliser. Et on va simplement se borner aux grammaires LL1, qui représentent un ensemble, encore une fois, à mon avis, le plus intéressant pour une introduction. Sur la droite, j'ai également représenté des grammaires qu'on appelle des grammaires ambiguës. Donc, dans le polycopier à nouveau, vous allez retrouver des exemples de grammaires ambiguës. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grammaires ambiguës? Il existe des cas, effectivement, où des grammaires peuvent engendrer plusieurs langages, un ou plusieurs langages. Face
à un code source, on a plusieurs alternatives qui vont être toutes légitimes et qui peuvent être choisies. Alors il existe un exemple fameux qui s'appelle l'exemple du dangling else. Alors voilà la grammaire, c'est l'expression du if statement en langage Pascal par exemple, ou en tout cas un langage proche de langage impératif comme le C ou le Pascal. Alors je vais me retrouver avec un if, une condition, then un statement. Et il se trouve que ce statement peut lui-même être un if. Donc je vais avoir potentiellement une imbrication de if. Alors la question qui se pose, c'est dans la deuxième ligne, le else qui est suivi d'un statement. En fait, à quel statement on va avoir affaire. Alors, prenons un exemple, ça va être un peu plus simple. Si je prends cet exemple-là, if A, then, if B, then, S, else, S2, c'est une suite de l'Excel, c'est un code, mais c'est une suite de l'Excel, eh bien, nos règles de grammaire, la règle de grammaire précédente, ou les règles de grammaire précédentes, auront en fait deux interprétations concernant la partie else. Alors, soit on a l'interprétation qui dit que le statement S2 et le else de la condition A. C'est le premier exemple. Mais on peut aussi voir le statement S2 comme la condition opposée à B. Donc ça c'est un exemple d'ambiguïté dans la grammaire qui est très délicat évidemment à gérer. On espère ne pas avoir ce genre de cas à traiter, mais sachez que ça existe. Alors, en conclusion rapide, et on continuera la fois prochaine sur la syntaxe abstraite, on a très rapidement survolé la notion de grammaire. Encore une fois, il existe un polycopier, vous allez pouvoir approfondir cela tranquillement. On a vu les premiers principes de parsing LLK. Il suffit de consommer les jetons en respectant les règles. On a la possibilité de se décider vers telle ou telle règle en cas d'alternative. C'est une analyse qui se fait bien. Parfois, l'analyse L1 ne suffit pas et il est nécessaire d'aller voir un petit peu plus loin dans le look-ahead. Alors, le polycopier traite de grammaire qui sont décrites, ou de parseurs qui sont, de méthodes de parsing qui sont dites non pas descendantes mais ascendantes. Elles sont plus difficiles à programmer et donc dans ce cours, j'ai décidé de ne pas les aborder, sauf dans cette note indiquée dans le polycopier. Alors c'est un choix pédagogique que j'assume parfaitement et qui est présenté dans un grand nombre de livres d'introduction à la compilation qui ont été rappelés également en bibliographie. Je crois qu'il est grand temps désormais de construire un vrai AST. C'est ce qu'on va faire maintenant.